Voici le titre de cette édition. Le président Macky Sall a entamé ce lundi sa visite d'État en France par la visite des locaux de l'usine de construction de rames de train d'Alstom à Strasbourg. Nous serons en direct en début de journal avec notre envoyé spécial à Paris, Cher Diop. Encore des échauffourées à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et cette fois-ci les étudiants réclament au cours de 3 mois d'arriérés de bourse. Quant aux étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, ils ont décrété eux une grève illimitée. Ils réclament plus de fonds pour leur cruise. La Fondation Servir le Sénégal au chevet des enfants de Fatick, la première dame a doté le service pédiatrie de l'hôpital régional d'une couveuse de dernière génération. Une houle monstrueuse de plus de 2,5 mètres est signalée depuis hier par l'ANACIM sur la Grande Côte, mais il semble que les pêcheurs continuent à prendre la mer comme si de rien n'était. Les représentants de la coalition Manko Wattu Sénégal chez le ministre de l'Intérieur cet après-midi, au menu de discussion, les principaux points de l'accord convenu avec le président Macky Sall lors de la dernière audience avec l'opposition. Dans la page inter, l'opposition gambienne promet de déclarer Yaya Jammeh renégat s'il persiste à vouloir contester les résultats de la présidentielle. Le journal des sports sera présenté en direct dans ce journal par Tandara Ndiaye. Quant à la revue de presse, c'est Khali Amdou Narfal qui nous la fera en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, donc bonsoir. À la partie technique, vous avez Amadou Ndiaye. Premier jour de la visite d'État du président Macky Sall en France. Eh bien, ce lundi, destination Strasbourg pour une visite guidée à l'usine de construction de rames de train d'Alstom. Envoyé spécial à Paris, Cher Diop. Bonjour, cher. Bonjour, Sané Madi Camara. Voilà, le président de la République qui vient de quitter l'usine d'Alstom. Le président Macky Sall est venu à Alstom. Il est reparti satisfait de ce qu'il a vu. Les travailleurs et une direction mobilisée à réaliser le TR, c'est le train express régional. Le chef de l'État qui a visité pendant plus d'1 heure l'ensemble des ateliers de fabrication de l'usine de Rochehaven. Le PDG Henri Poupat-Lafarge qui a accueilli le chef de l'État et toute la délégation d'Alstom a donné les assurances que les délais de fabrication du TR seront respectés. Cette commande du Sénégal est vue ici comme un ballon d'oxygène pour l'usine d'Alstom. 5 sites d'ailleurs de l'usine vont participer à ce projet de construction du TR. Le président de la République, Macky Sall, a rencontré aussi les 150 travailleurs de l'usine. Macky Sall a expliqué que le TR mode bimode électricité et diesel a été déterminant dans le choix de l'usine française de fabrication de matériel ferroviaire. Le secrétaire d'État français, d'ailleurs en charge de l'industrie, a accompagné le chef de l'État sur le site. Il a pris la parole pour remercier le chef de l'État sur le choix porté sur l'industrie ferroviaire française pour réaliser le projet du TR au Sénégal. Le président qui a quitté tout à l'heure l'usine d'Alstom va présider à 17h à Paris la signature d'un accord entre le musée du Quai Branly et le musée des civilisations noires. Ce sera vers 17h, donc dans la capitale française. Cheikh Diop à Strasbourg pour Radio Sénégal. Je vous le disais dans les titres, cette grève illimitée des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, ils réclament plus de fonds pour leur cruise. Ils jugent en effet insuffisant les 750 millions de francs CFA alloués comme fonds de roulement de ce centre. Le centre des œuvres universitaires de Ziguinchor a été récemment créé. Voici le président de l'amicale des étudiants, Malik Kenya. Il est au micro de Mariama Bangoura. Aujourd'hui, nous avons procédé à l'arrêt de toute activité pédagogique ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor parce que nous avons constaté depuis 3 mois, nous sommes dans cette université, mais il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de centre médical, il n'y a pas de pavillon à vivre. Par la suite, il y a la nomination du directeur de Crous. On l'a nommé avec un budget de 750 millions, ce qui est insuffisant par rapport à l'attente du Crous qui attendait un budget de 2,5 milliards pour fonctionner mieux. Pour cela, nous demandons à ce que le ministre accepte de rencontrer tous les étudiants avec la communauté universitaire, y compris les professeurs et les personnels administratifs et la société civile pour qu'on puisse discuter sur les tenants
et les aboutissants du CROUS. Et jusqu'à présent, nous demandons cette audience au ministre et le ministre refuse de nous rencontrer. Seulement la restauration des étudiants pendant une année, ça fait un coût global de 2 milliards. Donc si nous voyons que le CROUS doit gérer le restaurant des étudiants, doit gérer la dotation du centre médical en médicaments et aussi il doit gérer les pavillons, et nous voyons seulement l'enveloppe financière du restaurant dépasse 3 fois le budget du CROUS. Et ce qu'on a peur, c'est qu'on roule 3 mois et le budget se termine et on revient pour mener des grèves incessantes pour demander à ce qu'on nous met dans des conditions minimum. En tant qu'étudiants, nous avons le droit de demander le minimum comme les autres camarades des autres universités. Et nous, étudiants de Ziguinchor, nous avons constaté que tout ce que l'État fait dans les universités, il laisse en rade les étudiants de Ziguinchor. On se considère même comme les orphelins du Sud et c'est pas normal. Nous sommes des Sénégalais au même pied que d'autres Sénégalais. Et l'État dit qu'il y a une égalité de sens dans l'université publique et c'est pas normal que l'université de Ziguinchor en pâtisse de sa position géographique. Et puis cette chaude matinée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ici, des affrontements entre policiers et étudiants ont rendu invivable l'atmosphère de l'université, donc conséquence donc du jet de grenades lacrymogènes à l'origine de ces échauffourées. 3 mois d'arriérés de bourse que réclament au coude les étudiants. Ces derniers se disent déterminés à poursuivre le combat jusqu'à satisfaction. Constat d'Aminata Faïdiao. De grosses pierres sur la route auparavant barrée, un véhicule de police stationné avec des éléments bien positionnés, armes et lacrymogènes à la main. C'est le décor trouvé devant l'entrée principale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants démontrent ainsi leur mécontentement, ce qu'ils réclament, 2 mois d'arriérés de bourse. Situation jugée inadmissible par les étudiants qui en auront le bol. Mamadou Diagne Sow. Tout étudiant doit bénéficier de sa bourse parce que c'est le minimum, parce que vu les conditions, c'est un peu difficile. Donc moi je vous dis que c'est anormal et un peu injuste. Je pense que l'État doit regarder ses moyens et doit regarder sa façon de faire parce que c'est anormal et injuste qu'un étudiant puisse rester 5 ou 3 mois sans recevoir de bourse. Plus loin, une foule d'étudiants subissent les effets du gaz lacrymogène. Mamadou Sagna, mouchoir à la main, tout en essuyant ses larmes, déplore la situation, mais aussi dénonce la stratégie de lutte adoptée par ses camarades. Je dis à mes frères étudiants, quand ils veulent réclamer quelque chose, je pense qu'il y a d'autres voies. Il faudrait à l'avenir regarder nos moyens et nos stratégies de faire, parce que c'est anormal qu'on puisse faire à chaque fois des fronts et des fronts. Il y a des gens qui passent ici au niveau de la VDN. On bloque toute une journée ou une heure l'autoroute ici, donc c'est que la circulation dit c'est anormal. Nous devons regarder nos stratégies de faire. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a vécu une matinée mouvementée. Les étudiants députés par les retards incessants de paiement de leurs bourses comptent aller jusqu'au bout de leur combat. Et puis les étudiants non encore inscrits ne peuvent pas percevoir leur bourse. Il faut d'abord procéder à un filtrage pour savoir qui doit être payé. Ceci étant déjà fait, le paiement des bourses a démarré vendredi dernier. Assurance faite par le directeur des bourses qui doit avoir envoyé un communiqué à la cellule de communication du ministère de tutelle. Lansana Kouaté se dit être étonné donc de l'attitude des étudiants. Il est joué au téléphone par Maria Mamane. Vous savez qu'on est en début d'année. Bon, normalement, dans les textes qui régissent les bourses, on doit payer les bourses quand les étudiants sont une fois inscrits. Malheureusement, la situation est telle qu'à l'heure actuelle où on parle, personne n'est inscrit encore, ce qui concerne les anciens bacheliers. Alors, ce que le ministère fait en général, c'est d'anticiper sur ces bourses-là. C'est-à-dire on paye des gens qui ne sont pas encore inscrits. Mais pour ce faire, il y a des règles. On choisit les gens qui n'ont pas de contraintes de renouvellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer des gens qui vont sortir. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Les gens ont été payés jusqu'au mois de juillet passé. L'année universitaire va donc de octobre à juillet. Au mois de juillet, ils reçoivent les 3 mois de vacances. Donc, à la reprise, c'est-à-dire au mois d'octobre, on essaie de faire un filtrage, comme je viens de l'expliquer, pour voir ce qui sont payables. Et à ce que je sache, donc, ces paiements ont été faits à partir donc, du vendredi passé. Nous avons été informés que les paiements ont démarré. Moi, je ne comprends pas qu'ils occupent en ce moment la route pour dire qu'ils ne sont pas payés. Les paiements ont démarré depuis le vendredi passé. C'est sûrement un problème de communication? Non. J'ai moi-même fait un communiqué que j'ai envoyé à toutes les universités. Je pense que la cellule de communication du ministère l'a fait diffuser également, dans lequel je disais évidemment que les paiements ont démarré depuis vendredi 16 décembre et que les paiements en question concernent les rappels des bourses de subventions des étudiants tardivement inscrits, mais également les bourses du mois d'octobre et de novembre pour les étudiants qui n'ont aucune contrainte pour le renouvellement de leur allocation d'études au titre de l'année 2016-2017. Si les paiements ont démarré, je ne vois pas
pourquoi ils se mettraient quand même dans la rue pour réclamer encore des paiements? À suite de l'actualité nationale à 13h10, ouf de soulagement au service de pédiatrie de l'hôpital régional de Fatick. Ce service vient d'être doté d'une couveuse de dernière génération et de matériel divers. Un geste de la fondation Servir le Sénégal de la Première Dame, bien apprécié par le personnel qui sollicite par ailleurs un scanner et un personnel qualifié pour cet hôpital classé niveau 3. Correspondance à Fatick, Idrissa Ndiaye. Hôpital régional bu Fatick juróom-benn weer yi mu fës lool ndax. Voilà, donc nous attendons Idrissa Ndiaye pour la correspondance en français concernant donc ce matériel nouvelle génération, dernière génération. Donc il s'agit d'une couveuse qui a été offerte par la fondation Servir le Sénégal de la Première Dame, Idrissa Ndiaye. La fondation Servir le Sénégal, par ce geste, apporte un plus à la pédiatrie. Maïssa Mahécor Diouf de la fondation. Beaucoup de nos concitoyens venant des villages amènent leurs bébés ici sans moyens. Parfois, ils sont dans l'impossibilité même d'acheter une couche ou bien d'avoir des lingettes. Voilà, raison pour laquelle j'ai fait un travail d'intermédiation. J'ai posé le problème au niveau de la fondation, particulièrement au niveau de la Première Dame, qui a été vraiment réactive et m'a demandé d'amener cette couveuse. Moi aussi, à ma qualité de citoyen de la commune, donc j'ai bien voulu y ajouter ces articles-là, notamment les couches, les lingettes, les lave-mains et autres. Selon le chef de service financier de l'hôpital régional de Fatick, ce geste est venu à son heure. Samba Ali Hassan. Si on a les scanners, on a tout presque, et du personnel aussi. On a du matériel de réanimation. Nous sommes dans une zone vraiment accidentogène. On a besoin aussi de réanimateurs. On a le matériel est là, est stocké. Et on n'a pas de gens de réanimateurs qui peuvent manipuler ça. À la longue, ça risque de détériorer, alors que ce n'est pas bon pour l'hôpital. Moi, je pense que si l'État peut nous appuyer en nous affectant aussi un médecin réanimateur, un médecin orthopédiste et un médecin traumatologue, je pense que l'État fera tout. Samba Ali Hassan invite ainsi les autres fils de Fatick à aider l'hôpital régional qui, en réalité, est un hôpital fantôme. De Fatick pour la RTS, Idrissa Ndiaye. Une citoyenne modèle a été récemment décorée au quartier Ben Barak lors du lancement du projet Vivre avec l'eau. Kumba One a été récompensée pour son engagement au profit de la communauté. En effet, cette ménagère nettoie quotidiennement le bassin de rétention de Ben Barak et la rue principale du quartier. Ali Diouf nous dresse son portrait. Citoyenne modèle, brave, engagée, Kumba Kane ne vit que pour son prochain. Depuis des années, elle passe ses journées à nettoyer le bassin de Ben Barak et la rue principale. Je m'appelle Kumba Kane, j'ai 52 ans et je le nettoie jour et nuit. La rue aussi pour la bonne circulation. Une activité quotidienne qu'elle démarre tôt le matin. Je commence juste après la prière. Depuis qu'on a construit cette route, c'est ma tâche quotidienne et personne ne m'épaule. Le voisinage est témoin chaque jour. Deyemboj habite à côté. Je suis témoin, on habite ensemble. C'est une femme qui a de très bonne qualité. Kumba Kane accompagne le projet. Elle fait cette tâche 3 à 4 fois par jour. Dévouée à sa tâche, Kumba Kane est même des fois la risée de certains voisins. Des fois, je suis harcelée. Les gens me taquinent. La mairie de Yeumbeul Nord l'a décorée devant toute la communauté. Kumba Kane, qui a été honorée, a reçu une enveloppe de 300 000 francs. Elle s'y attendait pas. Je l'ai fait sans attendre, sans arrière-pensée. Demain, Kumba Kane va reprendre son activité, car pour elle, personne ne va construire ce pays à la place des Sénégalais. Tout le monde doit faire pareil. On ne doit pas toujours attendre l'État. Demain, je vais faire mieux ou plus. RTS banlieue, Ali Ndiaye Diouf. Et donc toutes nos félicitations à cette citoyenne modèle, Kumba Kane, et non Kumba One, comme je l'ai dit, par erreur. Et puis politique, chez nous, pouvoir et opposition se retrouvent une nouvelle fois ce lundi. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, reçoit à partir de 16h la coalition Manko Wattu Sénégal. Les discussions porteront sur le suivi des points d'accord lors de l'audience que le président de la République avait accordée à cette frange de l'opposition.
Une houle est annoncée depuis dimanche par l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, un phénomène qui va durer 24 heures et concerne la grande côte de Saint-Louis, donc à Dakar. Le chef de bureau de la météo marine, Léon Mansal, invite les pêcheurs à respecter l'alerte sur cette houle pour éviter les accidents en mer. Il est joué au téléphone par Diornia Sissé. On a lancé une alerte hier et ça s'arrête aujourd'hui pour de 23h00 sur la grande côte. Pour les pêcheurs, comme c'est une houle de courte durée, je pense que ce serait préférable que ce phénomène passe et puis ça ait vaqué à leurs occupations. Il y a toujours des risques d'accidents qui sont craints pour cela ces alertes sont lancées, les risques d'accidents en mer. J'ai remarqué qu'ils commencent à respecter ces mesures. Dès qu'une alerte est lancée, ils s'abstiennent d'aller en mer et jusqu'à ce qu'on arrive à échéance cette alerte. C'est des phénomènes qui peuvent revenir, ça dépend des cas. Chaque matin, quand on vient, on fait la situation pour voir quelle année et on fait des bulletins. Ce qu'on peut faire, c'est informer les usagers de la mer. Mais on ne peut pas empêcher le phénomène naturel que les pêcheurs s'abstiennent juste pour ce laps de temps, parce que c'est une alerte qui n'a pas une longue durée. Ça s'arrête autour de minuit. Et dès le matin, ils peuvent déjà aller à mer. En fait, c'est 24 heures, parce que c'est hier juste qu'on a lancé l'alerte. Et puis l'alerte météo sur cette houle n'est pas respectée par les pêcheurs. C'est le constat fait par notre reporter au quai de pêche de Soumbédioune. Comme à l'accoutumée, les pêcheurs continuent d'affronter le grand bleu, suivant ce reportage de Djamila Kole. Quai de pêche de Soumbédioune, un endroit bien animé. Ici, si certains pêcheurs arrivent à l'instant, après des jours passés en mer, d'autres s'apprêtent à y aller. L'alerte de la météo sur la houle n'a aucunement ébranlé les pêcheurs. Là, les pêcheurs sont partis, mais les 2 jours passés, il y avait des remous en mer. N'empêche que les pêcheurs ont quand même affronté le grand bleu. Trouvé en train de pousser sa pirogue dans les eaux avec ses collègues, cet homme explique qu'il va en mer, mais avec beaucoup de prudence. Nous allons pêcher, mais nous suivons tout le temps les infos de la météo. Et actuellement, nous n'allons pas en haute mer. Pour ces pêcheurs trouvés sur le rivage, le clapotis des vagues se mêlant à leur discussion, il est hors de question de se prélasser vu l'ampleur des charges familiales. Nous sommes obligés d'aller en mer pour subvenir à nos besoins. Ce n'est pas la météo qui va le faire à notre place. Leur drapeau rouge là, on ne s'en préoccupe pas. On se prépare à aller en mer. C'est vrai, la mer était houleuse il y a 2 jours de cela, mais nous sommes obligés d'y aller. Nous n'avons pas le choix. À Soumbédioune, malgré le drapeau rouge accroché sur un poteau par les agents de l'ANACIM, les pirogues à tour de rôle prennent le grand bleu sans hésiter. Les membres de la Fédération des producteurs autogérés FPA sont inquiets et c'est que le fisc leur réclame plus de milliards d'impôts, de francs CFA en impôts. Au cours d'un point de presse à Diawar, ils ont souligné que cet impôt n'est pas applicable à la redevance hydraulique. Et si l'impôt était prélevé, alors l'autosuffisance en riz ne serait plus qu'un slogan. Le compte rendu de Madine Ndao. Passant en revue les efforts de l'État à travers la suppression de la TVA et récemment de la prime fixe, les producteurs se disent inquiets de faire face à des impôts de plus d'1 milliard réclamés par le fisc. Cette disposition à laquelle sont assujettis pour la première fois les unions est pleine de conséquences. Alioune Gueye, président de la Fédération des périmètres autogérés de Dagana, FPA. Payer ces impôts sur les redevances hydrauliques signifierait ne pas aller en campagne de saison sèche 2017. Payer ces impôts équivaut à faire revenir l'exode rural, particulièrement le départ des jeunes et des femmes. C'est rouler à contre-courant du pinard qui est si cher à monsieur le président de la République. Payer ces impôts signifie annihiler tous les efforts que le chef de l'État avait consenti pour l'agriculture en général et sur la riziculture en particulier. Prenant le relais de la SAED pour la gestion des périmètres irrigués, les unions hydrauliques assurent la fonction irrigation pour les producteurs en veillant à la bonne marche des stations de pompage et à l'entretien périodique des réseaux, cela depuis le désengagement de l'État. Alioune Gueye. Ces prestations entraînant bien entendu des coûts dont l'État s'est départi sont supportées par les unions dont les ressources financières pour y faire face proviennent exclusivement de la redevance hydraulique cotisée par les groupements de producteurs usagers de l'eau. Cette redevance n'est ni un gain additionnel, ni destinée à générer des bénéfices, mais uniquement pour permettre à l'Union d'assurer une fonction d'irrigation et d'entretien. Les producteurs en appellent au bon sens et interpellent le chef de l'État Macky Sall pour une levée immédiate de cette réclamation de trop. Saint-Louis, Madine Ndao, RTS.
Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. À 13h20, la page inter de ce journal. En Gambie, l'opposition durcit le ton face à Yaya Jammeh. Hier, les opposants ont annoncé qu'ils le déclareront renégat si le président sortant refusait de céder le pouvoir à la fin de son mandat et à Adama Barrow, déclaré vainqueur donc de la présidentielle. Le second mandat du président congolais Joseph Kabila expire ce lundi 19 décembre à Kinshasa, la capitale. Les populations craignent que des violences éclatent suite à la décision du président Kabila donc de rester au pouvoir jusqu'au terme des prochaines élections. Les forces de sécurité donc y ont intensifié leur présence alors que les partisans de l'opposition se préparent à contester le refus du président Joseph Kabila de céder le pouvoir. Aux États-Unis, la véritable élection présidentielle a lieu donc ce lundi. Les Américains n'ont pas élu le président le 8 novembre dernier, mais c'est 538 grands électeurs qui doivent l'élire aujourd'hui donc pour désigner donc le 45e président des États-Unis. Donald Trump en compte 306 donc contre 260 contre donc plutôt un peu plus donc les 270 requis pour l'emporter. Mais comme Hillary Clinton l'a largement battu au suffrage universel avec plus de 2 millions de voix de plus, un mouvement s'est formé pour donc tenter de convaincre le collège des électeurs, des grands électeurs, de refuser la présidence à Donald Trump. Omnisport. Omnisport. Tous les sports. L'essentiel des sports sur RSI 92.5. Omnisport. Omnisport. Tous les lundis, 20h, 21h30. Reportages, portraits, dossiers, invités, résultats et coulisses. Omnisport. L'intégrale des sports tous les lundis, 20h, 21h30. Sur Radio Sénégal International. 13h22 et c'est la page sport avec Tanda Ndiaye qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Et en ouverture donc, c'est du football chez nous d'abord. Oui, avec la suite de la 7e journée de Ligue 1 à 17h à Demba Diop, un seul match de Ligue 1. La Douane qui défie l'équipe du Jaraaf, dauphin de Génération Foot, nouveau leader. L'ex-leader Nyari Teli a été battu hier par l'US Ouakam, 1-0. Gorée a concédé le nul, un partout avec le Casasport. Il aime pour l'équipe du Ndiambour de Louga. Le match s'est joué à Louga face à Djambar avec le partage de points, un but partout. Un autre partage de points entre deux équipes mauroises, le Stade et MPC, un but partout. La Ligue de Saint-Louis a été arrêtée dans son redressement victorieux par l'équipe de Guédiawaye 0-1. Quant au match des promus, il a tourné nettement à l'avantage des Générations Foot qui a mis un camouflé à Tenguet FC à l'arrivée 3-0. Et puis donc, vous avez le programme de la Ligue 2 pour cet après-midi. Oui, ce lundi, la suite de cette 7e journée de Ligue 2 à Amadou Bari, 15h, le Port qui reçoit la Sonacos de Diourbel, suivi de AS Pikine Yego. À Demba Diop, un seul match de Ligue 2 à 15h. Dakar Sacré-Cœur qui affronte la Renaissance de Dakar. A noter qu'hier à Mour, la victoire de Africa Promo Foot, vainqueur du Luc, 1-0. Le partage de points, un partout entre Nderguet et Diamono Fatick à Mawadouane. Et puis l'Olympique de Ngor a battu l'équipe de Barguet Kébémer, le score 1-0. Et nous parlons maintenant de beach soccer, le Sénégal qui trône sur l'Afrique, 4e titre continental remporté hier. Oui, un double objectif atteint d'abord la reconquête du titre africain, ce qui leur confère ce 4e sacre continental, et puis la qualification en Coupe du Monde l'année prochaine aux Bahamas. Les Lions, champions d'Afrique de beach soccer au Nigeria, sont attendus à Dakar au plus tard demain mardi après-midi, faute de vol disponible pour aujourd'hui. Mais le ministre des Sports et la Fédération sont en train de s'organiser pour un retour plus tôt. Selon le délégué fédéral à Lagos, Daouda Bati précise que l'objectif a été atteint malgré les impairs organisationnels. Il est joint par téléphone par Benoît Badian. Dès le départ, on a eu l'ambition de gagner ce trophée avec pour objectif de retourner à la Coupe du Monde, devenir champion du monde, notre place numéro 1 du ranking africain et améliorer aussi notre place dans le ranking mondial. Donc, on est habitué que par un sentiment de satisfaction. Vraiment, chapeau aux joueurs et à l'encadrement technique. Du point de vue technique, nous avons maîtrisé notre sujet et c'est du point de vue de l'organisation qu'il y a eu vraiment des manquements.
impardonnable pour une organisation comme la CAF. Déjà que le samedi, quand nous sommes arrivés, comme le disaient les textes, les équipes arrivent 3 jours avant la date du démarrage des compétitions. Nous sommes arrivés vers 14h. Nous avons eu nos chambres qu'à 22h, heure locale, 21h, heure du Sénégal. Nous n'avons eu aucun interlocuteur sur place. Donc chacun s'est débrouillé à sa manière. La restauration, tout le monde s'est plaint de la restauration et de la qualité et de la quantité. Vous allez en compétition, vous revenez, on vous dit que les repas sont finis. Alors s'il y a un peu de repas qui reste, les sauces sont pimentées. Mais sachant la mission qui nous a amenés ici, les garçons en ont fait une source de motivation supplémentaire pour dominer le sujet et devenir champion d'Afrique. Le retour est prévu pour quand? Bon, il y a eu quand même une incongruité. Dans nos billets retour, c'est marqué dimanche 18h-20h. Alors qu'à l'heure là, finaliste disputant la 3e place, on doit être normalement sous terme de compétition. Les autorités fédérales et ministérielles sont en train de prendre disposition pour qu'on puisse rentrer au mieux aujourd'hui ou plus tard, demain après-midi. Voilà le cri du cœur de Daouda Badji, le délégué fédéral. Mais Sané Madi, on dira tout de même, malgré ces problèmes, eh bien, la victoire est allée au Sénégal. Voilà, c'est une grande satisfaction. Basketball maintenant, on a joué ce week-end la 4e journée du National 1 en garçons et filles. On commence par les dames en déplacement à Thiès. Le Saint du basket a pratiquement dominé Don Bosco 90-29. Les fonctionnaires se sont inclinés devant l'UGB à Saint-Louis 68-70. À noter cette large victoire de l'ASC Ville de Dakar sur l'US Ouakam 101-51. Bop qui échoue devant le Djaraf 37-53. En ce qui concerne les hommes, le derby local a été remporté par l'UGB devant les Saint du basket 48-24 à Thiès. L'US Rail s'est imposé in extremis 60-57 contre l'ASFA. Le Satigué à Rufisque dans une partie très serrée a battu sur le fil l'ASC Thiès 46-44. Soit un panier d'écart. Et puis retour à Dakar où le Duc a battu l'US Ouakam 62-58 et Moro qui s'est incliné devant Mermoz 42-56. Et nous concluons Tandara par quelques nouvelles en bref. Oui, l'ouverture officielle de la saison des sports équestres, c'était hier. Pas moins de 75 couples à la carrière du Poney Club de Anne. Le concours inaugural de saut d'obstacle a vu la victoire de Yann Oudrouge au National 1, Bachigay qui remporte le National 2 et Salif Keita a dominé le National 3. En football, rappelons que le Real Madrid, champion du monde des clubs, et c'était depuis hier à Yokohama, au pays du soleil levant. Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or 2016, a réalisé un triplé devant le club nippon de Kashima Antlers, qui donc a perdu après la prolongation 2-4. Voilà, donc c'est la fin de ce journal de soir que nous a présenté en direct Tanaranyay. À 13h27, la revue de presse est présentée par Khali Amadou Narfal. En vedette dans les journaux, la visite de Macky Sall dans l'Hexagone, France-Sénégal, des relations multiséculaires, rappelle à sa une Le Soleil qui consacre 2 pages illustrées à cette visite d'État de 5 jours. Le quotidien national souligne que le froid de canard qu'il a fait hier à l'aéroport d'Orly n'a pas empêché les militants et sympathisants de l'APR, comme d'autres Sénégalais de la diaspora, de lui accorder un accueil chaleureux. Et le président le leur a bien rendu en prenant un long bain de foule. Macky Sall, raconte Le Soleil, a pris son temps pour serrer les mains tendues malgré le protocole du service d'ordre du plan Vigipirate en état d'alerte en cette fin d'année où la capitale française grouille de touristes. Pour l'Observateur, le président Sall a tout bonnement dribblé le protocole français pour aller saluer ses militants massés des 2 côtés de la rue. Ce bain de foule ne figurait pas sur le programme car après sa descente de l'avion, il devait s'engouffrer dans sa voiture. Mais c'est normal, un officiel témoin de la scène. Ce dernier soutient dans l'Obs toujours que saluer les militants qui ont bravé le froid était le minimum que pouvait faire Macky Sall. Tonalité différente dans les quotidiens Walfadjri et Vox Populi qui soulignent en gros caractère le poids du chef de l'État sur nos finances publiques. Macky Sall coûte aux Sénégalais 40 millions par jour, reprennent en chœur les 2 quotidiens, citant l'économiste et député de l'opposition Mamadou Lamine Diallo. Au total, cela représente 15 milliards par an
et le leader de Tekki Dasséné. Il doit pouvoir régler les problèmes. La CEDEAO défie Jammeh, proclame en une le quotidien du groupe Avenir Communication. Le 50e sommet de l'organisation ouest-africaine tenu samedi à Abuja a validé les résultats de la présidentielle du 1er décembre en Gambie qui consacre la défaite de Jammeh. Une position sans équivoque saluée par le journal qui annonce que tous les chefs d'État de la CEDEAO assisteront à l'investiture du président élu Adama Barrow qui prêtera serment le 19 janvier prochain. Le journal Enquête ne dit pas autre chose. En première de couverture, la CEDEAO investit Adama Barrow. Mon confrère reprend le communiqué sanctionnant les travaux et dans lequel les chefs d'État demandent à Yahya Jammeh d'accepter le verdict des urnes et de s'abstenir de tout acte pouvant compromettre la transition et le transfert pacifique du pouvoir. Enquête reprend les déclarations prémonitoires de l'opposant Cheikh Sidiya Bayo. Ce dernier soutient que Jammeh est lourdement armé. Il dit aussi craindre dans les prochains jours des affrontements entre les militaires et les partisans d'Adama Barrow. Cette situation de défiance, de médiation et de menace n'augure rien de bon selon le quotidien 24 heures qui demande à la CEDEAO de bander ses muscles face à un Yahya Jammeh qui se montre plus que jamais serein. Les chefs d'État ont le choix en attendant la fin du mandat de Yahya Jammeh le 17 janvier prochain, soit réussir la médiation ou fomenter une opération militaire d'après ce journal. Voilà, il est 13h30, fin de ce journal présenté par Sonia Madi Kamara. À la partie technique, Amadou Ndiaye et Marie-Claire Sen. Au centre de modulation, Laba Soumaré. Au studio A, Ouleili. À la réalisation, Ibrahim Khalil Goudjabi, coordination générale, Khalifa Koulibaly. Vous avez rendez-vous avec l'information tout à l'heure à 15h, sous forme de nouvelles en brève, que vous présentera Marianne Senghor. Et à 19h, le grand journal du soir sera présenté par François Xavier. Ciao, merci. Et bonne fin d'après-midi à l'écoute de Radio Sénégal.